Parfait. Bon, bah, tout a l'air de fonctionner. Impeccable. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Olivier Anselem. Je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris. Et donc, on va à nouveau parler d'obstétrique ce soir avec, vous allez voir, des questions plus courtes pour essayer de remettre en situation des choses qu'on a déjà vues lors de la première conf. Et puis, traiter aussi des choses un peu complémentaires qui sont plus tirées dans les coins, des questions isolées, également des menus déroulants. On va voir ça ensemble. L'objectif étant de finir de balayer le programme d'obstétrique qu'on a déjà bien entamé la dernière fois et de répondre aux questions que vous pouvez encore avoir sur l'obstétrique pour que vous soyez vraiment très au clair avec cette matière. Je vais juste faire un tout petit sondage avant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont jamais passés en stage dans une maternité au cours de leur externat? Parce que ça peut rendre les choses un petit peu plus difficiles en obstétrique. En maternité, il y a des choses qu'on voit et qui paraissent tout de suite un peu plus simples quand on a vu concrètement comment les décisions se prenaient et qu'on a pu aussi peut-être faire des accouchements à quatre mains, ou, voilà, prendre en charge des patientes hospitalisées. Ceux qui sont passés en stage, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle maternité vous êtes passés pour que je vois un peu quel genre de pratique vous avez vu. Donc il y en a qui vont passer en avril et qui sont pas encore passés. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà passés en maternité? Sinon, j'ai déjà fait mon stage en gynéco. Est-ce que tu peux me dire où tu étais en stage? Alors c'est vrai que c'est pas un stage obligatoire, hein, donc vous pouvez passer pas forcément. Enfin, après, ça dépend un peu des facs. Il y a des facs qui favorisent vraiment beaucoup ce stage, et puis il y a d'autres facs où il y a peu de terrains de stage en gynéco-obstétrique. Et parfois, vous êtes que en gynéco, vous voyez que de la gynéco et pas du tout la partie obstétrique. Donc voilà, c'est quand même très différent. Ok, chez le professeur Bretel à Marseille, très bien. Je connais bien l'équipe de Marseille, enfin les équipes de Marseille. Donc c'est très chouette. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent peut-être faire gynéco? Alors, plus vous êtes peu à être passé en stage, pas forcément évident. Mais s'il y en a que ça intéresse éventuellement, ok. Bon, n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez qu'on en discute, parce que c'est vraiment une très belle spécialité et que l'internat paraît un peu effrayant, mais en réalité, je pense que c'est pas plus compliqué que plein d'autres spé. C'est sûr que c'est pas une spécialité pépère, mais c'est une spécialité hyper variée, hyper chouette. Voilà, on fait vraiment des trucs différents tous les jours, donc c'est vraiment top. Après cette petite introduction, je vous propose qu'on commence et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va, je vous le disais, faire des QI, des menus déroulants et des KFP. Et on va commencer tout de suite par des QI. Alors, première QI, Madame B se plaint de brûlure mictionnelle sans fièvre à 24 semaines d'aménorrhée. Vous lui prescrivez un ECBU qui retrouve 10 puissance 3 et Escherichia coli. Quel traitement lui donnez-vous en première intention? Vous pouvez me répondre dans le chat. Hop, comme ça, moi, je regarde si vous êtes bien dans les objectifs. Donc, brûlure mictionnelle sans fièvre à 24 semaines d'aménorrhée, 10 puissance 3 Escherichia coli. Comment est-ce que vous traitez? Alors, on est sur une cystite, d'accord? Cystite aiguë de la femme enceinte. Ok. Donc, quelques-uns m'ont répondu. Donc, la cystite de la femme enceinte, c'est un traitement qui va être probabiliste, d'accord? Je vais vous mettre ici les recos. Le traitement de première intention, c'est la phosphomycine trométamol. On va mettre ce traitement de première intention parce qu'on sait que beaucoup de colis vont être résistants à la MOX. Et donc, une fois qu'on a notre CBU qui identifie au moins 10 puissance 3 Escherichia coli ou Staph prophyticus ou 10 puissance 4 autres bactéries, donc entérobactéries, entérocoque, Coerinebacterium, Pio ou Staph aureus, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'entendre l'antibiogramme et on mettra la phosphomycine qui sera efficace quasiment dans tous les cas
sauf dans certains cas d'infection urinaire à Staph saprophyticus. Mais c'est vrai que la phospho, ça marche très bien, et l'avantage aussi de la prise unique, c'est hyper pratique pour les patientes. Deuxième intention, pivmécillinab, mais là on part sur un traitement de 7 jours, donc beaucoup moins pratique. Donc finalement, la cystite aiguë de la femme enceinte, c'est comme la cystite aiguë en dehors de la grossesse. Dans les recommandations, il faut bien penser à faire un ECBU de contrôle 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement, puis un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Ok, il n'y a pas de questions, donc je continue. Quels sont les 2 virus qui peuvent être responsables de surdité en cas d'infection materno-fétale? Alors, les 2 virus qui peuvent être responsables de surdité, les infections au cours de grossesse, c'est toujours un peu tricky parce qu'il y a beaucoup de manifestations différentes. Il faut éviter de tout s'en mélanger. Et donc, c'est un peu compliqué. Alors, on m'a proposé la toxo. Là, on parle d'infection virale. Donc, il me faut que des virus. Ok. Donc, la toxo, du coup, est exclue. D'ailleurs, la toxo ne donne pas de surdité. On va reparler de la toxo un peu plus tard, mais oui pour le CMV, très bien. Et le deuxième agent infectieux, certains ont trouvé. Donc le CMV, c'est la première cause de surdité d'origine infectieuse congénitale, non pour la grippe. La deuxième cause, c'est effectivement la rubéole. Le CMV, il faut bien le connaître parce que c'est très répandu et c'est également la première cause d'infection materno-fétale. Les femmes qui vont être le plus exposées, c'est les femmes qui sont en contact avec des enfants en bas âge. Donc typiquement, c'est la femme qui a déjà un enfant, qui a 2 ans et qui fait son deuxième enfant. Et surtout, s'il est gardé en crèche, en collectivité, il va être fortement exposé au CMV. Mais ça peut être également la puéricultrice, la femme qui travaille en pédiatrie, etc. Donc clairement, c'est surtout ces femmes qui sont en contact avec des enfants en bas âge. Mais on se contamine plus chez soi que dans l'environnement professionnel. C'est un virus qui est présent dans toutes les sécrétions, les larmes, la salive, le nez qui coule, les urines, etc. Et donc typiquement, les femmes, elles se contaminent parce qu'elles ont tendance à goûter le plat de leur enfant avec une cuillère, avec la même cuillère qu'elle, à partager leur verre, leur gourde et tout ça avec leur enfant, et pas forcément à bien se laver les mains à la maison. Alors que dans l'environnement professionnel, les professionnels en général respectent bien les mesures d'hygiène de base. Il y a aussi typiquement la femme qui lèche la tétine de son enfant quand la tétine tombe par terre, donc enceinte, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée. Alors qu'est-ce que ça va donner le CMV? Dans la majorité des cas, rien du tout. Parce que déjà, pour qu'il y ait une transmission transplacentaire, ça ne va pas concerner tous les cas. C'est à peu près 70% pas de transmission et c'est éliminé. 30% seulement, il y a une transmission transplacentaire. Et dans ce cas-là, l'enfant est infecté. Et dans 90% des cas, quand l'enfant est infecté, il va être asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de conséquences visibles de l'infection et il va guérir de l'infection. Il peut y avoir quand même des cas graves avec des retards de croissance, des malformations cérébrales, des calcifications, des atteintes cérébrales avec des vascularites qui sont très spécifiques. Et puis, chez des enfants qui n'ont pas forcément de symptômes visibles aux échographies prénatales ni à la naissance, il peut y avoir le développement de troubles auditifs et vestibulaires qui peuvent apparaître en décalé jusqu'à l'âge de 5 à 7 ans. Donc vous voyez que c'est quand même une infection qui est problématique, pour laquelle on n'a pas encore de traitement qui soit consensuel aujourd'hui et pas encore de vaccin. Et la difficulté, c'est qu'en plus, c'est une infection qui n'est pas immunisante. Donc les femmes, elles peuvent attraper une fois le CMV, puis soit faire des réinfections, soit faire des réactivations. Donc ça, c'est pour le CMV. Donc les conseils en fait d'hygiène qu'on va donner à toutes les femmes, c'est de bien se laver les mains, de ne pas partager ses couverts avec d'autres personnes, notamment surtout pas son premier enfant. Et son mari doit avoir, son conjoint, son compagnon, sa compagne, doit avoir les mêmes mesures d'hygiène qui doivent être appliquées parce que sinon tout le monde va se repasser le virus. Et donc même si elle est déjà immunisée, on a besoin de continuer ces mesures d'hygiène pour éviter les réinfections qui correspondent à peu près à la moitié des cas. Il y
Alors, il y a un autre point qui est hyper important dont il faut bien se rappeler sur ce CMV, c'est que actuellement, le dépistage n'est pas recommandé. Ça, c'est un piège que vous pouvez avoir dans certaines questions. On ne fait pas de dépistage systématique du CMV comme on fait par exemple pour la toxo. Donc, pas de dépistage chez des patientes qui n'ont pas de symptômes particuliers. Le deuxième virus, c'est le virus de la rubéole. Alors là, c'est beaucoup plus rare. Mais quand on attrape la rubéole en cours de grossesse et qu'on n'est pas immunisé, là, on a un risque d'infection fœtale qui est extrêmement élevé, proche de 100%, si on attrape le virus avant 18 semaines d'aménorrhée. Et il va y avoir des conséquences gravissimes pour les fœtus, avec des syndromes polymalformatifs, des retards de croissance, des malformations cardiaques, également une surdité, des anomalies oculaires. Donc c'est vraiment un tableau qui est extrêmement sévère. Et donc si la femme attrape la rubéole avant 18 semaines, dans quasiment 100% des cas, il y aura un syndrome polymalformatif. Ce qui est important, c'est qu'une femme qui a bien reçu 2 doses de vaccin ROR dans sa vie, elle est immunisée. Donc on n'a pas besoin de faire de sérologie pendant la grossesse ni en préconceptionnelle si on est sûr qu'elle a bien eu 2 doses de ROR. Il y a des femmes qui ont toujours des sérologies qui sont négatives. Vous savez qu'on dose que les IgG, donc qui sont négatives en IgG, alors qu'elles ont bien eu leur vaccination complète. Et bien ces femmes-là, on considère qu'elles sont protégées et on n'a pas besoin de les revacciner. Ok, donc je regarde si vous avez des questions. Voilà, très bien. Donc il y en a qu'on trouvait également la rubéole. Ensuite, Madame H consulte en urgence pour une fièvre à 39 avec myalgie à 19 semaines d'aménorrhée. La PCR nasopharyngée que vous avez réalisée indique qu'il s'agit d'une grippe. Elle n'a pas de détresse respiratoire. Quel traitement instaurez-vous? Alors, on va rentrer dans la saison de la grippe. Comment est-ce qu'on prend en charge une grippe en cours de grossesse? Est-ce qu'il y a déjà une indication à faire un traitement? Donc déjà, il faut savoir que la grippe en cours de grossesse, c'est une vraie